Infirmière, quel a été votre moment le plus effrayant au travail? Je me souviens de ce jour où je lisais à ma patiente Rose lorsqu'elle a reçu l'appel tant attendu. On venait de trouver un cœur pour elle. Elle s'est effondrée en larmes parce que son fils Raymond détenait la procuration et qu'il avait déjà prévenu les médecins qu'il refuserait toute greffe pour des raisons religieuses. Rose, paniquée, m'a supplié de l'aider à rejoindre le bloc opératoire avant que Raymond n'arrive. Il nous restait peut-être une demi-heure pour agir et Rose, en pleurs, n'arrêtait pas de répéter que c'était sa seule chance de survivre, qu'elle était parfaitement consciente, mais que le tribunal avait confié la décision à Raymond après son AVC de l'an dernier, alors que mentalement elle allait très bien. La coordinatrice des greffes a fait irruption, nous pressant de préparer Rose immédiatement. Le cœur ne tiendrait que 2 heures, et si elle ne pouvait pas l'avoir, il irait à un autre patient. Même en sachant que je risquais ma place, il était hors de question pour moi de laisser mourir ma patiente préférée alors qu'elle voulait vivre. J'ai donc aidé mes collègues à l'habiller en blouse stérile, pendant qu'elle surveillait sans arrêt son téléphone, car Raymond multipliait les messages, demandant pourquoi l'hôpital l'avait appelé. Rose a répondu que ce n'était que des examens de contrôle, juste pour gagner un peu de temps. L'anesthésiste est arrivé pour poser la perfusion, mais Rose le suppliait d'aller plus vite. Il a expliqué qu'il avait besoin de la signature de Raymond sur les papiers de consentement. Rose, désespérée, répétait qu'elle voulait l'opération et qu'elle était en pleine possession de ses moyens, mais l'anesthésiste a rappelé que sans l'accord du détenteur de la procuration, il était impuissant. J'ai foncé au poste infirmier et trouvé le médecin de Rose à qui j'ai expliqué la situation. Elle m'a dit qu'en l'état, il ne pouvait rien faire sans le consentement de Raymond, mais qu'elle essaierait de le retarder à son arrivée. L'équipe chirurgicale était prête mais bloquée, pendant que chaque minute comptait. Rose sanglotait, suppliait, répétait inlassablement qu'elle voulait vivre. L'infirmière référente a eu la présence d'esprit de déplacer Rose dans une autre chambre, espérant que Raymond irait d'abord à l'ancienne et qu'on gagnerait ainsi un peu de répit. À peine avions-nous installé Rose que la voix de Raymond a retenti dans le couloir, furieux, exigeant de savoir où était sa mère. L'infirmière référente l'a intercepté, lui a dit que Rose passait des examens et l'a entraînée dans la mauvaise chambre. On l'entendait s'énerver en découvrant le lit vide. Le chirurgien est arrivé pour annoncer qu'il ne restait plus que 90 minutes avant que le cœur ne devienne inutilisable, et il voulait savoir où en était le consentement. Rose le suppliait d'opérer quand même, mais la chirurgienne a dit qu'elle risquait de perdre sa licence. On entendait Raymond s'égosiller au poste infirmier, clamant qu'il savait qu'on lui cachait quelque chose et menaçait de porter plainte contre tout l'hôpital si on lui cachait sa mère. L'infirmière référente tentait de le calmer, mais il ne voulait rien savoir. Il exigeait de voir Rose immédiatement. Je suis sortie dans le couloir pour essayer de détourner son attention en lui disant que je venais de voir Rose partir faire une radio. Rien d'anormal. Raymond m'a tout de suite reconnu de ses visites précédentes. Il m'a saisi par le bras et a exigé que je le conduise à elle sur le champ. J'ai tenté de gagner du temps, racontant que la radiologie était débordée et qu'il y en aurait facilement pour 1 heure, mais il ne m'a pas cru. Il s'est alors mis à inspecter chaque chambre, tandis que je le suivais en essayant de le ralentir avec des questions futiles sur sa journée, mais plus il voyait de chambres vides, plus il s'énervait. Il a fini par attraper une infirmière et lui a ordonné de lui donner le numéro de chambre de sa mère, mais elle a prétendu l'ignorer. Il nous a soupçonnés de comploter contre lui et a sorti son téléphone pour appeler son avocat. Pendant ce temps, le cœur patientait, perdu dans sa glacière, chaque minute comptant double. La coordinatrice des greffes m'a soufflé qu'il ne restait plus qu'1 heure avant de devoir attribuer le cœur à un autre patient. J'ai filé retrouver Rose, déjà prête pour l'opération, mais bloquée, impuissante. La voix de Raymond se rapprochait, il menaçait maintenant d'appeler la police si on ne lui présentait pas sa mère sur le champ. La chirurgienne est revenue pour annoncer que l'autre patient était en cours de préparation, le temps nous était compté. Rose m'a supplié de signer à la place de Raymond, mais la chirurgienne a expliqué qu'il vérifierait de toute façon avec lui. Et là, Raymond a débarqué dans l'embrasure de la porte et a découvert sa mère en blouse, perfusée. Son visage est devenu écarlate. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il hurlé. Rose a tenté d'expliquer, de parler du cœur, mais Raymond l'a coupé net. On en a déjà parlé. Pas de greffe. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il a alors commencé à arracher les perfusions de Rose. Les infirmières s'y sont opposées physiquement. Rose hurlait qu'elle voulait vivre. Mais Raymond, ferme, répétait que recevoir un organe allait à l'encontre de leurs croyances. J'ai tenté d'intervenir, de lui dire que c'était le souhait de Rose, mais il m'a rembarré, disant que je n'avais pas à me mêler de leur famille. La coordinatrice des greffes a rappelé qu'il restait 45 minutes avant que le cœur soit attribué à un autre, et Raymond a répliqué « Très bien, donnez-le lui ». Rose a crié qu'elle était lucide et voulait cette opération, mais Raymond a brandi ses papiers de procuration devant tout le monde. La chirurgienne a confirmé qu'elle ne pouvait pas aller plus loin sans son consentement et s'est dirigée vers la sortie. Rose l'a retenue par le bras, la suppliant de ne pas l'abandonner, mais Raymond a tenté de dégager la main de sa mère, de plus en plus violent. Les agents de sécurité sont arrivés, mais Raymond leur a montré ses documents et ils ont confirmé qu'il avait le droit de prendre la décision médicale. Plus que 30 minutes, le cœur s'étiolait dans sa glacière. Rose s'éteignait dans son lit et Raymond restait planté là, les bras croisés, répétant que c'était le destin. Je suis restée pétrifiée, tandis que Raymond campait sur ses positions, les agents de sécurité bloquant la porte pour empêcher qu'on emmène Rose au bloc. La coordinatrice des greffes a tenté un ultime appel au service juridique, à la recherche d'une faille pour passer outre la procuration, mais j'entendais déjà la réponse négative à l'autre bout du fil.
Il restait 25 minutes, le cœur attendait toujours, perdant un peu plus de viabilité à chaque seconde. Finalement, la coordinatrice a raccroché, nous a fait signe que c'était fini, puis elle est sortie prévenir l'autre patient qui allait recevoir le cœur à la place de Rose. Tout mon corps était engourdi, comme si j'avais laissé tomber la seule patiente qui m'accordait sa confiance. Rose m'a serré la main de toutes ses forces, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle a murmuré qu'elle savait que j'avais tout tenté et que je n'étais pas responsable. Dans ses yeux brillait cette détermination qui montrait qu'elle n'était pas prête à baisser les bras, même si, cette fois, tout semblait perdu. La chirurgienne a quitté la pièce sans un mot, tandis que l'anesthésiste commençait à retirer les perfusions, sous le regard satisfait de Raymond. Une à une, les autres infirmières ont quitté la chambre, si bien qu'il ne restait plus que moi, Rose et Raymond. J'ai aidé Rose à s'installer et à enlever sa blouse de bloc, pendant que Raymond, imperturbable, continuait à discourir sur la volonté de Dieu. Il ne cessait de répéter qu'il fallait accepter ce qui devait arriver, que le don d'organes était incompatible avec leurs croyances. Rose n'a pas réagi, le regard fixe sur le mur, la mâchoire si crispée que j'ai cru qu'elle allait se briser une dent. Raymond a finalement quitté la pièce après de longues minutes d'insistance, et j'ai terminé d'aider Rose à remettre sa tenue d'hôpital habituelle. Elle m'a demandé de rester encore un peu, alors je me suis assise près d'elle et j'ai pris sa main. On n'a pas échangé un mot sur ce qui venait de se passer. Il n'y avait rien à ajouter. Ce soir-là, après mon service, je me suis installée devant l'ordinateur du poste infirmier pour consigner tout ce qui s'était déroulé. Mes mains tremblaient en rédigeant comment Raymond avait tenté d'arracher les perfusions de Rose et comment les infirmières avaient dû le retenir de force. J'ai consigné chaque fois où Rose avait exprimé sa volonté de bénéficier de la greffe, en précisant qu'elle était parfaitement consciente et lucide. J'ai aussi noté le moment où Raymond avait menacé de poursuites judiciaires et son comportement agressif envers l'équipe. J'ai mis près d'1 heure à rédiger le rapport, soucieuse de ne rien oublier, consciente que ce document pourrait se retourner contre moi, mais qu'il fallait absolument laisser une trace fidèle de la réalité. L'infirmière référente m'a trouvée devant l'ordinateur et m'a entraînée dans la salle de repos. Elle m'a dit qu'il était indispensable que chacun d'entre nous rédige un rapport d'incident officiel sur l'attitude de Raymond ce jour-là. Elle m'a prévenu qu'il déposerait sûrement une plainte, prétendant que nous avions outrepassé ses droits de représentant légal, mais elle a insisté sur la nécessité de rapporter en détail notre propre version des faits avant qu'il ne les déforme. J'ai donc rédigé un signalement encore plus précis, décrivant les gestes d'agression et les menaces proférées. Le lendemain matin, à mon arrivée, ma supérieure m'attendait déjà au poste. Elle m'a expliqué que Raymond avait effectivement déposé une plainte officielle, accusant l'équipe infirmière de s'être liguée contre lui pour bafouer ses droits de représentant de Rose. Elle m'a demandé de la suivre dans son bureau pour recueillir mon témoignage. Je lui ai tout relaté. Elle a compris notre volonté d'aider Rose, mais a précisé qu'une enquête interne aurait lieu. Elle m'a rassurée. Je n'étais pas suspendue, mais il fallait respecter la procédure dès qu'une plainte de ce genre était déposée. Un peu plus tard dans la matinée, Neil McCarthy du service juridique est passé voir l'équipe. Il nous a expliqué que Raymond disposait effectivement d'une grande marge de manœuvre comme mandataire, mais que certains recours étaient impossibles. Si nous pouvions démontrer que Rose était pleinement consciente et que Raymond agissait à l'encontre de ses souhaits clairement exprimés, nous aurions matière à contester. Il nous a conseillé de tout consigner par écrit et a suggéré de demander un avis éthique. Il a aussi précisé que l'agressivité physique de Raymond pouvait nous aider à demander des restrictions sur ses visites auprès de Rose. Cet après-midi-là, l'assistante sociale est venue annoncer qu'elle lançait un signalement auprès de la cellule de protection des majeurs. Elle a précisé que le comportement de Raymond soulevait des inquiétudes de contraintes médicales et de soupçons de maltraitance envers une personne vulnérable. Elle a expliqué qu'une enquête serait automatiquement ouverte pour déterminer si Raymond agissait vraiment dans l'intérêt de sa mère ou s'il imposait plutôt ses propres convictions religieuses. Elle a interrogé ceux d'entre nous qui avaient assisté à la scène et récupéré tous nos rapports. L'assistante sociale a ajouté que l'enquête prendrait sans doute plusieurs semaines, mais que c'était essentiel pour assurer la protection de Rose. 2 jours plus tard, j'ai reçu un mail m'informant qu'une réunion d'urgence du comité d'éthique était prévue pour examiner le dossier de Rose. Geneva Browning, la présidente, souhaitait m'entendre sur l'état mental de Rose, en particulier sur les moments où elle avait exprimé ses volontés concernant son traitement. La réunion était fixée au lendemain. J'ai passé la soirée à préparer mon intervention, à rassembler toutes les conversations que j'avais eues avec Rose sur la greffe, en notant les dates, les heures, les témoins, autant que ma mémoire me le permettait. Je voulais que le comité comprenne à quel point Rose était constante dans sa volonté de vivre et d'accepter toute chance de traitement. La réunion réunirait médecins, infirmiers, assistants sociaux et même un représentant de la communauté. Geneva a expliqué qu'il prendrait en compte toute la documentation et nos témoignages pour formuler une recommandation sur la suite des soins à apporter à Rose. Les agents de sécurité ont finalisé leur rapport sur Raymond, qui avait agrippé les infirmières et tenté de retirer les perfusions, pendant que j'attendais dans le couloir en consultant mon téléphone toutes les 2 minutes.
Neil McCarthy m'a alors rejointe pour me montrer le rapport, en soulignant les passages sur l'agressivité physique, insistant sur le fait que cela nous donnait des arguments solides pour demander une mesure d'éloignement. Il a ajouté que, même si nous ne pouvions pas encore retirer la procuration de Raymond, nous avions de quoi restreindre ses visites et exiger la présence de la sécurité à chacune de ses venues. Quand je suis retournée voir Rose, je l'ai trouvée allongée, les yeux rivés au plafond, des larmes silencieuses glissant sur ses joues, et son moniteur affichait un rythme cardiaque bien trop élevé pour quelqu'un qui venait tout juste de perdre l'espoir d'une greffe. Les jours suivants, son état s'est détérioré à une vitesse affolante. Sa respiration se faisait de plus en plus pénible, même avec l'oxygène poussé à fond, et les médecins ont lancé 3 traitements différents rien que pour faire tenir son cœur. Elle était si faible qu'elle ne pouvait plus se redresser, mais la vivacité de son esprit restait intacte, et tous ceux qui entraient dans sa chambre, médecins ou infirmiers, entendaient invariablement la même chose. Elle voulait absolument être réinscrite sur la liste pour recevoir un nouveau cœur. Le 3e jour, Raymond est arrivé accompagné d'un homme en costume noir, Bible à la main, qu'il a présenté comme le pasteur Williams de leur paroisse. Ils sont restés tous les deux auprès du lit de Rose pendant que le pasteur lisait des passages sur l'acceptation du plan de Dieu et la confiance dans la guérison divine plutôt que dans la médecine. Rose est restée les yeux fermés, acquiesçant poliment chaque fois qu'on lui demandait si elle comprenait. Mais dès qu'ils ont quitté la chambre, elle m'a serré la main et m'a confié qu'elle croyait que Dieu lui avait déjà envoyé ce premier cœur pour la sauver et que c'était Raymond qui s'opposait à la volonté divine en l'empêchant d'être transplanté. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma mentor de l'école d'infirmière, qui travaille dans un hôpital du centre-ville, et nous avons convenu de nous retrouver autour d'un café. Elle a écouté toute l'histoire, a sorti un carnet et s'est mise à griffonner des schémas pour m'expliquer les limites juridiques à ne pas dépasser, tout en continuant à défendre nos patients. Elle m'a rappelé que la meilleure arme de l'infirmière, c'est la documentation. Chaque parole de Rose exprimant sa volonté de recevoir un traitement devait être consignée, avec la date, l'heure et les noms des témoins. 2 jours plus tard, une femme nommée Heidi Cordova, des services de protection des adultes, est arrivée pour voir Rose, et l'infirmière référente a pris soin de vérifier que Raymond n'était pas dans les parages avant de la conduire dans la chambre. Heidi est restée près de 2 heures au chevet de Rose, un dossier ouvert sur les genoux, lui posant des questions très précises sur son état de santé, sur les traitements dont elle avait connaissance et sur ce qu'elle souhaitait pour la suite de sa prise en charge. Rose a répondu à chacune, avec clarté, même si elle devait parfois s'arrêter pour reprendre son souffle entre 2 phrases. Elle a raconté sa maladie cardiaque, le processus de transplantation, et a expliqué exactement pourquoi elle voulait l'opération. Heidi a tout noté soigneusement et a fait signer chaque page à Rose pour valider ses déclarations. Le lendemain matin, André Mercer est arrivé, mallette remplie d'outils d'évaluation à la main, se présentant comme le psychiatre chargé de l'examen des capacités. Il a testé la mémoire de Rose en lui faisant répéter des suites de chiffres et en lui demandant de se souvenir de détails survenus plus tôt dans la conversation. Il l'a interrogée sur les risques de la transplantation, sur ce qui se passerait si elle n'obtenait pas de nouveau cœur, lui a fait faire quelques calculs simples et l'a questionnée sur l'actualité pour jauger sa lucidité. Rose a relevé tous les défis haut la main, me dépassant même sur certains exercices de mémoire. André a pris le temps de discuter en profondeur avec elle de sa décision, l'invitant à détailler avantages et inconvénients, le parcours de rétablissement et ce qu'elle avait compris des traitements à suivre à vie après l'intervention. Elle a répondu sans faute et il a consigné dans son rapport qu'elle avait une parfaite compréhension de sa situation médicale et des enjeux de ses choix. Cet après-midi-là, Raymond a fini par apprendre, on ne sait comment, que toutes ces évaluations avaient lieu et il a déboulé dans le service, furieux, exigeant de comprendre pourquoi des étrangers questionnaient sa mère sans son accord. Il a sorti son téléphone et a passé des coups de fil à différents hôpitaux, expliquant à chacun qu'il fallait transférer sa mère sans délai dans un établissement qui respecterait son autorité de mandataire. L'infirmière responsable l'a entendu communiquer des informations médicales sur Rose par téléphone et a aussitôt prévenu le service juridique. L'équipe médicale s'est réunie en urgence et a décidé de bloquer toute tentative de transfert. 3 médecins différents ont signé des attestations certifiant que Rose était bien trop instable pour être déplacée et que le transport pourrait lui coûter la vie. Raymond a quand même tenté de faire venir une ambulance privée, mais devant l'état de Rose et les documents signés par nos médecins, les ambulanciers ont refusé de la prendre en charge. Le service juridique de l'hôpital a alors passé la nuit à préparer une requête pour obtenir une ordonnance de protection temporaire interdisant à Raymond d'interférer dans les soins de Rose. La demande a été déposée au tribunal d'Épotron-Minet et le juge a accepté de convoquer une audience en urgence la semaine suivante, tout en accordant immédiatement une mesure provisoire interdisant à Raymond de prendre des décisions médicales majeures sans l'accord du tribunal. Lors de la réunion du comité d'éthique présidé par Geneva Browning, 6 médecins et infirmiers différents ont pris la parole pour témoigner de la volonté inébranlable de Rose d'obtenir une greffe, et ce, depuis plusieurs mois déjà. Ils sont venus avec des dossiers et des notes, retraçant chaque fois où elle avait demandé à figurer sur la liste,
affirmer vouloir continuer à vivre ou évoquer ses espoirs après la transplantation. Geneva a guidé le comité pendant des heures à travers tous ces témoignages et documents jusqu'à ce qu'un consensus unanime émerge. L'autonomie de Rose devait être respectée et l'hôpital devait soutenir son droit à prendre elle-même ses décisions médicales. Dès le lendemain, le service des ressources humaines m'a convoqué pour m'expliquer que Raymond avait déposé une plainte officielle, m'accusant d'avoir conspiré pour porter atteinte à ses droits légaux. Ils m'ont informé qu'ils se voyaient dans l'obligation de lancer une enquête et que cela impliquait de me placer en congé administratif, payé pendant 3 jours, le temps d'examiner les faits. Cela m'a fait mal de savoir que je ne pourrais pas accompagner Rose durant cette période, mais je comprenais qu'ils devaient protéger l'hôpital contre tout risque juridique, et après tout, je n'étais pas renvoyée. Le premier jour de mon congé, je me suis installée à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à consigner tout ce dont je me souvenais de cette journée-là. Ma représentante syndicale est venue avec un thermos de café et m'a aidée à organiser mes souvenirs en points clairs, centrés sur la sécurité des patients. Elle m'a appris à présenter les demandes répétées de Rose pour une greffe, comme relevant pleinement de mon rôle d'infirmière engagée au service du patient. Nous avons travaillé 6 heures d'affilée, examinant chaque détail et nous assurant que j'ai bien noté les épisodes où Raymond s'était montré physiquement agressif avec les perfusions. J'ai consigné date et heure de chaque échange où Rose m'avait affirmé vouloir vivre et recevoir un cœur neuf. La représentante syndicale a relu tout mon rapport, m'a aidé à rester centrée sur les principes professionnels plutôt que de laisser mes émotions prendre le dessus. Pendant ce temps, à l'hôpital, André Mercer bouclait son évaluation exhaustive des capacités de Rose après 3 heures passées à tester sa mémoire, son raisonnement et sa compréhension des enjeux médicaux lors de l'entretien. Son rapport concluait, avec des termes médicaux sans ambiguïté, que Rose était parfaitement apte à décider pour elle-même. Il précisait qu'elle avait bien conscience des risques de la transplantation et des conséquences d'un refus de soins, et il notait que son envie de greffe était constante, réfléchie, appuyée sur une compréhension lucide de sa situation. Ce document est très vite devenu la pièce maîtresse de toute la procédure judiciaire. Il établissait clairement que Rose savait ce qu'elle voulait. L'assistante sociale en a fait des copies et les a transmises au tribunal, au comité d'éthique et à la cellule juridique de l'hôpital. Raymond ne pouvait pas ignorer l'ampleur de la mobilisation, car 2 jours plus tard, une équipe de télévision locale débarquait à l'hôpital. Il les avait contactés en accusant l'établissement de bafouer ses convictions religieuses et d'imposer des traitements à sa mère. Le journaliste l'a interviewé devant l'entrée principale, tandis qu'il agitait ses papiers de procuration, mais une fois dans l'hôpital, l'équipe a rapidement appris que Rose, de son côté, réclamait la greffe avec insistance. Le reportage est passé le soir même, mais il a desservi Raymond, car ils y ont diffusé les propres paroles de Rose affirmant sa volonté de vivre. Le lendemain matin, l'assistante sociale a organisé une déclaration vidéo de Rose en présence d'un témoin nommé par le tribunal. Ils ont installé une tablette dans sa chambre, et Rose a regardé la caméra droit dans les yeux, sa voix faible mais chaque mot parfaitement audible. « Je veux la greffe du cœur, et mon fils s'oppose à mes souhaits pour des raisons religieuses qui lui sont personnelles. » Elle a poursuivi « Je respecte les croyances de Raymond, mais ce ne sont pas les miennes, et j'ai le droit de choisir la vie. » Le témoin, un juge à la retraite volontaire pour ce type de mission, a signé une attestation confirmant la lucidité et le consentement libre de Rose. L'après-midi, l'assistante sociale s'est rendue au tribunal avec tous les documents et a déposé une requête d'urgence, arguant que Raymond n'agissait pas dans l'intérêt de sa mère et qu'il fallait limiter ses pouvoirs de mandataire. Le dossier comprenait l'évaluation d'Andre, la vidéo et les témoignages de 6 soignants différents. Le greffier a fixé une audience d'urgence pour la semaine suivante, mais l'attente paraissait interminable tant Rose s'affaiblissait chaque jour. L'équipe de transplantation a été contrainte de suspendre sa place sur la liste des receveurs, dans l'incertitude juridique, ce qui l'a privé d'un nouveau cœur, même en cas de disponibilité. C'est alors que le chirurgien cardiaque a proposé de tenter la pose d'un LVAD, une pompe mécanique qui pourrait soutenir son cœur. Pas besoin de donneur, cet appareil pouvait lui permettre de tenir le temps de régler la question judiciaire et d'être réinscrite sur la liste de greffe. L'équipe a commencé à faire passer les examens nécessaires à Rose pour vérifier sa compatibilité avec la chirurgie, alors que nous patientions en vue de l'audience. Geneva Browning a rassemblé tout le personnel médical autour de la situation de Rose afin de discuter des recommandations du comité d'éthique. Debout devant la salle de réunion, elle a insisté sur la nécessité de respecter l'autonomie de Rose sans jamais donner l'impression d'une quelconque pression. Elle a rappelé que Raymond restait le représentant légal tant que le tribunal n'avait pas statué et qu'il fallait donc tout consigner scrupuleusement. Les infirmières ont interrogé Geneva sur la conduite à tenir et elle leur a donné des exemples concrets pour accompagner Rose dans le cadre légal. Neil McCarthy, du service juridique, s'est attelé toute la journée à rédiger une requête de compromis permettant à Rose de bénéficier rapidement des soins nécessaires. Il a demandé une ordonnance provisoire pour qu'elle puisse consentir elle-même à des interventions médicales ne nécessitant pas de donneur, le temps que la bataille judiciaire se poursuive. Grâce à cette astuce, Rose pouvait accepter la pose du LVAD sans l'accord de Raymond ni attente de greffon. Ce fut une décision décisive qui pouvait lui sauver la vie, le temps que les avocats s'affrontent. Quand l'équipe cardiaque a expliqué cette solution à Rose, ses yeux se sont allumés d'un nouvel espoir. Elle savait que ce n'était pas la guérison, mais cela lui offrirait des mois, peut-être même des années, pour défendre son droit à la greffe. Le chirurgien lui a exposé tous les risques
et Rose a acquiescé à chaque explication, répétant qu'elle préférait tenter sa chance plutôt que de baisser les bras. Sa détermination forçait le respect, surtout au vu de l'épuisement de son corps. Elle a signé elle-même les formulaires, puisque le LVAD entrait dans le cadre de l'ordonnance provisoire portée par Neil. 3 jours plus tard, le juge a examiné la demande d'urgence et accordé l'ordonnance, restreignant les pouvoirs de Raymond sur cette décision. Il ne pouvait plus s'opposer à la pose du LVAD. Le jugement précisait que Rose pouvait consentir à tout dispositif mécanique ou intervention cardiaque sans lien avec la greffe. Quand l'assistante sociale est venue annoncer la nouvelle dans la chambre, Rose s'est mise à pleurer de soulagement et m'a serré la main si fort que j'en ai eu mal. Raymond, arrivé 1 heure après, était furieux de la décision du tribunal. Mais la sécurité lui a bien rappelé qu'il n'avait pas à interférer dans la préparation du LVAD. Le lendemain matin, l'équipe chirurgicale a fixé l'opération de Rose au jour suivant et ma supérieure m'a appelé pour m'annoncer que je pouvais revenir l'aider à la préparation préopératoire, même si officiellement, je n'étais plus son infirmière référente. Je me suis précipitée à l'hôpital et j'ai retrouvé Rose en train de faire ses prises de sang, pendant que les infirmières lui expliquaient comment fonctionnerait la pompe mécanique une fois posée sur sa poitrine. Dès qu'elle m'a aperçue, elle m'a attrapé la main et l'a serrée de toutes ses forces, murmurant « Merci », encore et encore, les larmes lui coulant sur les joues. L'anesthésiste est alors arrivé pour faire le point sur les risques, et Rose acquiesçait à tout, signant formulaire sur formulaire sans la moindre hésitation. On l'a aidée à se doucher avec le savon antiseptique, puis à enfiler la blouse chirurgicale, et elle n'a pas arrêté de toucher, du bout des doigts, l'endroit sur sa poitrine où on allait installer l'appareil. Le matin de l'intervention, je suis arrivée de bonne heure et j'ai trouvé Raymond déjà dans le couloir, en pleine dispute avec les agents de sécurité pour tenter de voir sa mère avant l'opération. Il a bousculé un agent et s'est engouffré dans la chambre de Rose. On était en train de lui poser la perfusion, en criant que c'était contraire à la volonté de Dieu et qu'il ne laisserait pas mutiler sa mère avec une machine. Les agents l'ont maîtrisé et sorti de la chambre sans ménagement, malgré ses menaces de poursuite, mais ils avaient l'ordonnance du tribunal sous la main et l'ont escortée hors de l'hôpital. Rose avait les mains qui tremblaient quand l'équipe est venue la chercher pour le bloc, et j'ai marché à ses côtés, main dans la main, jusqu'à la fameuse ligne rouge au-delà de laquelle seul le personnel opératoire pouvait aller. L'intervention a duré 6 heures, et nous sommes tous restés à attendre, nerveux, dans le salon des familles. Même des infirmières qui n'étaient pas de garde ce jour-là étaient revenues prendre des nouvelles. Finalement, le chirurgien est sorti pour nous expliquer que ce fut critique à un moment où la tension de Rose est dangereusement tombée, mais qu'ils avaient réussi à mettre en route le LVAD, et qu'elle était stable en réanimation. Je suis allée la voir dans la soirée. Elle était branchée à une multitude de machines, au point qu'on distinguait à peine son visage, mais le bourdonnement régulier de la pompe prouvait que son cœur bénéficiait enfin de l'aide dont il avait besoin. 3 jours plus tard, une collègue m'a appris que le cœur qui aurait pu sauver Rose avait été attribué à un père de famille de 32 ans dans l'Ohio, avec 3 jeunes enfants. J'étais heureuse pour lui, mais révoltée que Rose n'ait jamais eu la possibilité de choisir elle-même. L'audience administrative concernant ma conduite s'est déroulée 2 semaines plus tard dans une salle de réunion, avec la RH, ma supérieure et une représentante syndicale. Ils ont passé au crible chaque détail de la nuit de la transplantation, et après 3 heures de questions, ils ont décidé de me mettre un avertissement écrit au dossier, pour manque de distance professionnelle, mais sans suspension ni licenciement. Ma supérieure m'a prise à part ensuite pour me dire qu'elle était fière de la façon dont je m'étais battue pour Rose, même si tout n'avait pas été parfait. 1 mois plus tard, l'hôpital a organisé une médiation. Raymond a été obligé de s'asseoir face à Rose, encadré par un médiateur professionnel, pour fixer des règles claires à propos de ses visites. Raymond répétait qu'il suivait ses convictions, mais le médiateur a fini par lui faire accepter des horaires précis et l'interdiction d'interférer dans les décisions médicales validées par la justice. Ils ont tout mis par écrit, y compris les sujets à éviter, et Raymond a signé, la mâchoire crispée du début à la fin. Après 6 semaines de bataille juridique, le juge a enfin décidé que Rose pouvait consentir elle-même à une transplantation si un cœur se présentait, et Raymond s'est vu cantonné à la gestion financière et au logement. Rose a fondu en larmes en apprenant la nouvelle et a tout de suite demandé à l'équipe de transplantation de la remettre sur la liste dès qu'elle serait assez forte. La rééducation cardiaque a commencé en douceur, Rose apprenant à manipuler le LVAD, vérifier les batteries et garder propre la zone où sort le câble. Le kiné venait chaque jour, d'abord pour l'aider à s'asseoir, puis à se lever, puis à faire quelques pas avec un déambulateur, le contrôleur du LVAD glissé dans un sac spécial. Sa détermination forçait l'admiration. Elle se dépassait à chaque séance même épuisée, même avec la douleur de la cicatrice. Raymond a recommencé à venir aux visites encadrées, toujours avec une assistante sociale présente. Les premières fois, il restait debout près de la porte, les bras croisés, silencieux. Petit à petit, il s'est mis à parler de choses neutres, la météo, l'école des enfants, et Rose hochait la tête, partageant parfois un souvenir d'enfance. Un jour, ils ont même ri en se rappelant l'époque où Raymond, à 6 ans, s'était coincé la tête dans la rambarde du perron. L'espace d'un instant, on aurait dit une mère et son fils ordinaire, loin de tout ce tumulte judiciaire. 2 mois après le début de toute cette histoire, j'ai été transférée dans une autre unité de cardiologie pour éviter toute suspicion de conflit d'intérêt dans la prise en charge de Rose. Je la croisais parfois dans le couloir, lors de ses sorties avec les kinés,
le sac de l'assistance ventriculaire posé sur l'épaule, elle avançait lentement dans le corridor. On échangeait un sourire complice, un petit signe de la main, toutes deux sachant que nous ne pouvions pas vraiment parler, mais tout était dit dans ce silence. 3 semaines plus tard, le comité d'éthique a envoyé un mail annonçant de nouveaux protocoles. Désormais, si un représentant refusait des soins urgents, une évaluation psychiatrique pouvait être demandée en moins de 2 heures pour vérifier la capacité de discernement du patient. Geneva Browning m'a arrêté dans le couloir pour me dire que grâce à l'affaire de Rose, les choses allaient changer et que d'autres patients ne vivraient plus ce cauchemar. J'ai imprimé la nouvelle procédure et je l'ai gardée dans mon casier, avec le sentiment qu'au moins, quelque chose de positif était sorti de toute cette souffrance. Rose reprenait des forces avec son assistance ventriculaire et l'équipe commençait à évoquer sa remise sur liste de transplantation dès qu'elle aurait franchi certains paliers de rééducation. 3 mois après son opération, André Mercer est revenu pour qu'on évalue en détail ses capacités mentales. Il a passé 2 heures à répondre à toutes les questions, sans la moindre faute, que ce soit sur sa mémoire ou sur sa capacité à prendre des décisions. Dans son rapport, il était clair que son souhait de recevoir une greffe restait solide et qu'il était parfaitement en mesure de donner son consentement. La coordinatrice de greffe a donc remis Rose sur la liste dès la même semaine et, quand elle l'a appris, Rose m'a appelé en pleurant, mais cette fois de bonne heure. Pendant ce temps, Raymond avait commencé à rencontrer chaque mardi après-midi Troy Hancock, l'aumônier de l'hôpital, dans la salle de réunion familiale. Je les apercevais parfois à travers la porte vitrée. Raymond, tendu sur sa chaise, écoutait Troy qui se penchait vers lui et lui parlait doucement. L'infirmière référente m'a expliqué que Troy aidait Raymond à apprivoiser ses émotions face aux choix médicaux de sa mère, sans jamais remettre en cause ses convictions religieuses. Peu à peu, Raymond a arrêté de s'en prendre au personnel lors de ses visites et a même commencé à dire s'il vous plaît et merci. De mon côté, j'ai décidé de reprendre des études pour me spécialiser en transplantation et soins palliatifs, car je voulais être mieux armée pour accompagner des patients comme Rose. L'hôpital a accepté ma demande de formation et m'a même proposé de prendre en charge une partie des frais si je restais 2 ans de plus dans l'équipe. J'ai donc commencé à suivre des cours du soir en ligne, découvrant comment fonctionnent les listes d'attente pour les organes et tout l'aspect légal des décisions médicales. 5 mois après ce premier cœur manqué, je travaillais de nuit quand la coordinatrice de greffe a fait irruption dans notre service pour me trouver. Elle m'a annoncé que Rose venait d'être appelée. Une compatibilité venait d'être confirmée, et cette fois, tout était en règle, l'ordonnance du tribunal ayant déjà été prononcée. Lorsque j'ai rejoint la chambre de Rose, elle était déjà en train de se préparer pour le bloc et m'a serré la main si fort que j'ai cru qu'elle allait me l'écraser. Elle répétait qu'elle n'arrivait pas à y croire et m'a supplié d'appeler Isabelle, sa fille qui habitait en Californie. Isabelle a décroché au 2e appel, s'est mise à pleurer en apprenant la nouvelle et m'a dit qu'elle prendrait le premier avion, tout en me demandant de dire à sa mère qu'elle l'aimait. À 3 heures du matin, l'équipe chirurgicale a emmené Rose au bloc et je les ai regardés partir, les larmes aux yeux. Raymond est arrivé 1 heure plus tard et s'est installé dans le salon familial sans adresser un mot à personne. Il avait apporté sa Bible et lisait calmement pendant toute la durée de l'opération, relevant à peine la tête lorsque l'infirmière venait lui donner des nouvelles, toutes les heures. Il se contentait d'acquiescer avant de replonger dans sa lecture. 6 heures plus tard, le chirurgien est venu nous annoncer que l'intervention s'était déroulée parfaitement et que le nouveau cœur de Rose battait fort. Raymond a fermé les yeux quelques secondes et j'ai deviné à ses lèvres qu'il murmurait une prière. Les infirmières de réanimation m'ont raconté par la suite que Rose s'était réveillée plus vite que n'importe quel autre greffé qu'elles avaient connu. Quelques heures à peine après l'opération, elle tentait déjà de se redresser, presque impatiente d'être à nouveau sur pied, même si on lui avait bien dit de rester tranquille. Ses constantes restaient excellentes, et pendant ces jours si critiques, on n'a noté aucun signe de rejet. Raymond venait lui rendre visite en respectant scrupuleusement les règles fixées par le tribunal. Pas de discussion sur la greffe, que des échanges positifs. Il lui a apporté des roses jaunes de son jardin, ses préférées, et les a posées sur la table de chevet sans dire un mot sur l'opération. Ensemble, ils parlèrent des matchs de foot des enfants et des tomates qui poussaient cette année dans son potager, tandis que les moniteurs affichaient inlassablement le bon fonctionnement du nouveau cœur de Rose. Je continuais de passer la voir chaque jour, même si je n'étais plus officiellement son infirmière, et je la voyais retrouver des forces à vue d'œil. L'équipe de kiné a commencé à travailler avec elle dès le 3e jour. D'abord des exercices simples au lit, puis assise, puis debout avec un peu d'aide. Rose y mettait toute son énergie, tellement déterminée à profiter de cette seconde chance que le kiné devait parfois la freiner. 2 semaines après la greffe, elle allait si bien qu'on parlait déjà de la transférer en rééducation cardiaque. Elle m'a confié qu'elle avait l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans et qu'elle était impatiente de refaire tout ce qu'elle ne pouvait plus faire avant. Ses yeux pétillaient d'envie lorsqu'elle évoquait son prochain voyage chez Isabelle ou les spectacles scolaires auxquels elle rêvait d'assister pour ses petits-enfants. Isabelle a débarqué de Californie au 10e jour et n'a pas quitté sa mère d'une semelle pendant tout son séjour. Elle avait amené des albums photos et, ensemble, elles ont replongé dans leurs souvenirs, riant devant les photos de vacances ou les anniversaires d'autrefois. Isabelle a tenu à remercier chaque membre de l'équipe,
a offert des biscuits faits maison aux infirmières et a écrit des cartes personnelles à tous les médecins. Un après-midi, elle m'a prise à part pour me dire qu'elle savait que j'avais défendu sa mère alors que personne ne l'aurait fait et qu'elle ne l'oublierait jamais. Avant la sortie de Rose, l'assistante sociale a réuni la famille autour d'une table, réunissant pour la première fois depuis longtemps Raymond, Isabelle et Rose. Même si Raymond n'acceptait toujours pas l'idée de la greffe, il avait fini par respecter le choix de sa mère. Ensemble, ils ont élaboré un emploi du temps pour aider Rose dans sa convalescence, qui convenait à tout le monde. Un mois plus tard, l'hôpital a reçu une grande lettre d'un groupe de défense des patients. Il nous annonçait qu'il nous attribuait un prix pour la façon dont nous avions accompagné Rose tout au long de son parcours. L'administration a fait encadrer la lettre et l'a accrochée dans le hall, avec toutes les autres distinctions, mais celle-là avait une valeur particulière à mes yeux, car elle récompensait un véritable changement. On m'a ensuite demandé de participer à l'élaboration de nouvelles procédures pour les situations où la famille s'oppose à la volonté d'un patient concernant ses traitements. Et maintenant, chaque nouvelle infirmière entend l'histoire de Rose lors de son intégration dans l'équipe. Un mardi, alors que je déjeunais à la cafétéria, Raymond est passé près de ma table, m'a fait un signe de tête, sans dire un mot, mais son visage s'était adouci, et il m'a même esquissé un demi-sourire avant d'aller s'installer à l'autre bout de la salle avec son plateau. L'électricité qui régnait entre nous depuis des mois n'était plus là, même si, au fond, on savait l'un comme l'autre qu'on ne verrait jamais les choses tout à fait du même œil. Rose a bouclé son programme de rééducation cardiaque bien plus vite que prévu, et l'assistante sociale lui a déniché une super résidence autonomie, où elle a pu avoir son propre appartement, avec des infirmières sur place en cas de besoin. Elle a tout aménagé à son goût, accroché ses photos, disposé ses plantes, et quand je suis allée la voir, elle irradiait littéralement, tant son nouveau cœur battait la chamade. Elle parcourait les couloirs tous les matins et après-midi, faisait du yoga sur chaise 3 fois par semaine et s'était inscrite au club de lecture, où elle n'avait pas tardé à organiser des rencontres avec des auteurs. 6 mois après ce cauchemar du premier cœur, j'ai trouvé une carte dans mon casier au travail, avec une photo de Rose le jour de la remise de diplôme de sa petite fille. On la voyait toute pimpante, dans une robe jaune éclatante, rayonnante à côté de l'adolescente en toge et mortier. Au dos, elle avait écrit qu'elle n'aurait jamais tenu sans le soutien d'infirmières, prêtes à se battre pour leurs patients, même dans les moments les plus durs. L'hôpital a décidé de faire de l'histoire de Rose un exemple lors des conférences Grand Rounds, et on m'a demandé d'intervenir pour donner le point de vue infirmier, pendant que les juristes expliquaient les aspects légaux et que les éthiciens débattaient de l'autonomie et des décisions par procuration. C'est même devenu une formation obligatoire pour tout le personnel, et d'autres hôpitaux s'y sont mis à leur tour, tellement l'histoire avait circulé. Raymond, de son côté, avait pris l'habitude de rendre visite à Rose tous les mercredis après-midi, et ils avaient retrouvé leur routine. Pas question de parler médecine. Ils jouaient aux cartes, feuilletaient de vieux albums photos, parfois ils venaient avec ses enfants qui retrouvaient leur grand-mère, et tout le monde faisait en sorte de garder une ambiance légère. Ce n'était jamais parfait, et parfois la tension montait si quelqu'un évoquait les médecins ou l'hôpital, mais franchement, ils s'en sortaient bien mieux qu'avant. Je suis restée en cardio, et chaque fois qu'on avait une situation délicate avec des conflits familiaux ou des questions juridiques, je repensais à Rose, à l'importance de tout consigner et de défendre la volonté des patients. Un jour, la fille d'une patiente a tenté d'ignorer le DNR de sa mère, et j'ai tout de suite su comment gérer la situation grâce à ce que j'avais appris. Une autre fois, un homme voulait tenter un traitement expérimental, mais son épouse s'y opposait, alors on a sollicité l'éthique sans attendre que ça dégénère. Rose continuait à me donner de ses nouvelles tous les 2 ou 3 mois, avec des photos d'elle en train de faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Elle est allée en Californie voir Isabelle, et elles ont fait une dégustation de vin dans la Napa Valley, ce qu'elle a trouvé fantastique, même si, à cause de ses traitements, elle ne pouvait boire que de minuscules gorgées. Elle a fêté Noël chez Raymond et a préparé tout le repas elle-même, ce qui l'a épuisée, mais l'a tellement comblée qu'elle en a pleuré. La plus belle surprise est arrivée 1 an après la greffe, avec une photo d'elle et de Raymond lors d'une marche de 5 km pour la sensibilisation aux dons d'organes. Il portait le t-shirt de l'événement et marchait à ses côtés, alors qu'elle avançait fièrement, son déambulateur décoré de rubans et de pancartes pour remercier les donneurs. Elle m'a écrit qu'il n'était toujours pas convaincu par les greffes pour des raisons religieuses, mais qu'il respectait son choix de vivre sa vie comme elle l'entendait et que c'était bien l'essentiel. Elle avait aussi rejoint un groupe de soutien pour transplanter et accompagner les nouveaux patients traversant les mêmes peurs qu'elle avait connues. Elle s'était même lancée dans l'écriture de lettres à la famille de son donneur, sans savoir si un jour il répondrait. La dernière phrase de sa carte disait qu'elle prévoyait une croisière en Alaska au printemps prochain avec Isabelle, parce qu'elle avait toujours rêvé de voir les glaciers, et que maintenant, c'était enfin possible. Travailler en cardiologie, c'est être confronté à beaucoup de souffrances et à la mort, mais Rose m'a rappelé pourquoi ce métier a du sens. À chaque fois que je prépare quelqu'un pour une greffe, je repense à ce cœur dans la glacière et à tout ce qu'on a fait pour que Rose puisse arriver au bloc à temps. Chaque fois qu'une famille se dispute sur les traitements, je revois le visage rouge de Raymond et sa mère en larmes qui se battaient pour vivre. J'ai même reçu une mention de l'hôpital. Mais honnêtement, la seule vraie récompense, c'était de voir Rose franchir cette porte, son nouveau cœur battant fort, et de savoir que j'avais tout fait pour qu'elle puisse vivre la vie dont elle rêvait.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être restés avec moi et de m'avoir laissé vous raconter tous ces petits détails. J'adore toujours plonger dans ces histoires avec vous. À la prochaine, restez curieux et continuez d'explorer. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez-moi un petit mot en commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire.